Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux que le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Économie numérique soit représenté par le très brillant secrétaire d'État chargé de l'investissement, mon estimé Seth Firdaus, auquel je présente ma gratitude d'être des nôtres, alors qu'il revient d'une mission il y a juste 2 jours des États-Unis de Suisse, et qu'il s'apprête à repartir pour une autre mission après-demain au Japon. Mais Dakhla mérite plus qu'un détour, parce qu'elle est devenue au cœur de l'Afrique et des enjeux de ces missions que mènent les ministres du gouvernement de Sa Majesté à travers le monde. Et permettez-moi de dire à mes invités africains que Monsieur le secrétaire d'État est en charge de l'intelligence économique au sein du ministère, et je crois qu'il va nous apprendre énormément de choses sur l'expérience présente et future de notre pays, mais en fait, au-delà de notre pays, de notre continent, en matière d'intelligence économique. À vous la parole, Monsieur le secrétaire d'État. Merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais commencer par remercier les autorités, les organisateurs, les élus pour ce forum auquel j'ai participé déjà l'an dernier. Et je peux témoigner que vraiment les interactions en dehors des plénières, lors des déjeuners, pendant le week-end, etc., ont été d'un très haute facture. Donc je suis impatient qu'on se voit en dehors de ce forum pour discuter. Alors, je voudrais aussi remercier Monsieur le secrétaire général du gouvernement pour la très grande densité de son exposé. Je crois qu'il a mis le point sur les aspects les plus existentiels en matière d'intelligence économique, les normes, la qualité, l'arsenal juridique sont des points excessivement importants pour le Maroc et pour les pays africains. Alors, je voudrais commencer mon exposé en rappelant une réalité simple de terrain. Aujourd'hui, un pays frère comme le Mali produit peu ou prou 1,5 million de tonnes de mangue. Mais le Mali n'arrive à en exporter que autour de 10%. Alors comment ça se fait? L'essentiel du surcoût est un surcoût qui est logistique. Et quand vous comparez par exemple le prix du ciment en Afrique du Nord et le prix du ciment dans la zone sahélo-saharienne, vous avez des rapports de 1 à 2. Ça peut coûter $100 en Algérie la tonne de ciment et $200 au Niger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que dans un monde où les grands regroupements régionaux, commerciaux sont en train de bouger, vous avez vu avec le Brexit que des nations qui étaient ancrées depuis très longtemps dans certains ensembles sont en train de revoir leur positionnement. Je prends l'exemple de la Grande-Bretagne parce que c'est très parlant. Les Britanniques font 40% de leur commerce avec l'Europe, 40% de leur commerce avec l'Amérique du Nord et 20% avec le Commonwealth. Donc, les logiques qui se posent la question de savoir est-ce qu'on est plutôt européen, est-ce qu'on est plutôt anglo-saxon, et ils se sont toujours positionnés comme la courroie de transmission entre le vieux continent et l'Amérique du Nord. Donc c'est une courroie de transmission transatlantique. Je vous donne l'exemple de la Grande-Bretagne parce qu'il me semble que le Maghreb est dans une situation similaire. Le Maghreb est une courroie de transmission entre l'Europe, le vieux continent, et l'Afrique. Pourquoi? Parce que simplement les 100 millions de Maghrébins plus 100 millions d'Égyptiens, en gros 250 millions de Nord-Africains, nous avons à faire ce choix. Le Maroc a clairement choisi, lors de son retour à l'Union africaine, mais également lors de la signature du statut avancé avec l'Union européenne en 2008, le Maroc a fait un choix clair qui est celui d'une stratégie multivectorielle. C'est-à-dire que d'abord une poussée vers l'Europe dans les 10 premières années de règne, ensuite aujourd'hui une poussée vers l'Afrique, avec le retour dans l'Union africaine et aujourd'hui les négociations qui ont lieu pour rejoindre l'ensemble de la CEDEAO. Et donc ça, ce sont des mouvements stratégiques qui sont extrêmement importants et qu'il faut analyser dans la longue durée. Si je peux me permettre de vous proposer une grille de lecture en 3 temps, il me semble qu'il y a 3 scénarios qui vont se présenter devant nous. Et chaque scénario est attaché, vous allez voir, à un mode de transport particulier. Il y a le scénario de la fragmentation.
une cinquantaine de pays africains, avec des marchés qui ne sont pas intégrés, c'est la situation actuelle, le mode de transport dominant dans ce système, c'est l'avion. Donc, dans ce domaine-là, le Maroc a fait ses devoirs, on va dire, puisqu'on a cet accord d'Open Sky, qui est avec l'Union européenne et avec les pays frères africains, qui nous permet justement de positionner Casablanca comme un hub africain, aérien. Donc il y a ce scénario de la fragmentation basée sur l'avion. Ensuite, il y a un deuxième scénario qui est celui de la régionalisation dense, c'est-à-dire des ensembles régionaux très denses, mais qui communiquent peu entre eux. C'est aussi quelque chose qui est très présent dans la situation actuelle. Vous avez, j'ai dit, 250 millions de Nord-Africains, vous avez presque un demi-milliard de Ouest-Africains, qui seront bientôt 800 millions à l'horizon 2050, hein. Et vous avez, pareil, un demi-milliard, un peu plus, sur toute la côte est de l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire l'Afrique comme si c'était un continent homogène. En fait, il y a 3 Afriques. Il y a une Afrique, disons, nord-africaine, une Afrique de l'Ouest et une Afrique indienne. Ce deuxième scénario n'est pas le scénario le plus favorable. C'est un scénario qui est basé sur le mode du transport maritime. Donc il est basé sur la connexion à la globalisation à travers les ports. Aujourd'hui, vous savez que lorsque vous voulez envoyer un conteneur de marchandises à partir du port de Cotonou vers l'intérieur des terres, vers le nord, 1200 km au nord vers Ouagadougou, ça va vous coûter 2,5 fois plus cher que d'envoyer ce même conteneur de Cotonou à Shanghai. Et donc, cette intégration par le transport maritime, elle a ce désavantage qui est de faire de l'Afrique un continent trop extraverti, on va le dire comme ça, et pas suffisamment intégré sur ses propres bases. Et donc, toute la stratégie des pays africains aujourd'hui, et dont le Maroc n'est qu'un cas particulier, c'est de dire qu'il faut qu'on travaille sur cette intégration à l'échelle continentale. Parce qu'on a un coup extraordinaire à jouer d'ici à 2050, d'ici à 2100. Vous savez, on dit, il est de bon ton aujourd'hui de dire le pétrole du 21e siècle, ce sera le digital, la data, les données, etc. Je crois que le pétrole du 21e siècle, ce sera la jeunesse, la force de travail jeune. Pourquoi? Parce que les dernières projections du FMI montrent que dès 2030 c'est demain, dès 2030, un être humain sur 2 qui rentrera sur le marché du travail à l'échelle planétaire sera un Africain. 1 sur 2. Et à partir de 2075, le taux s'approche de 100%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, quelle est la situation pour un certain nombre de pays de l'OCDE, et pas seulement européens, c'est qu'il y a une crise des systèmes de pension de retraite. Il y a une crise du financement des systèmes de pension de retraite. Les systèmes de retraite sont déficitaires dans la plupart des pays. Je parle du Japon, l'Europe, l'Amérique. On peut parler aussi de la Chine, qui commence déjà à préparer le vieillissement de sa population, qui a déjà commencé de façon massive avec la politique de l'enfant unique. Donc tous ces pays vont être à la recherche de rendement pour pouvoir maintenir le niveau des pensions de retraite 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Le rendement, c'est très important. Et pour avoir du rendement, vous ne pouvez pas aller chercher ce rendement sur des marchés matures. Vous êtes obligé d'aller là où la force de travail est jeune, dans la force de l'âge. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que en Afrique, nous avons ce pétrole-là. Nous avons cette jeunesse-là. Les pensions de retraite de tous les pays de l'OCDE ne seront pas payées si elles ne sont pas payées par du travail africain et de la contribution africaine au capitalisme mondial. Donc, ça c'est le deuxième scénario, qui est basé sur la régionalisation sans pont entre les différentes régions. Il y a un troisième scénario qui est celui de l'intégration. C'est celui dont nous prenons le chemin. Vous avez vu que nous avons signé un accord, une zone de libre-échange à l'échelle continentale. C'est excessivement important, et c'est là où je rejoins Monsieur le secrétaire général du gouvernement sur les normes juridiques qui vont présider à cette intégration. C'est que lorsque vous aurez, il y a 1 milliard d'Africains aujourd'hui, vous en aurez 2 milliards d'ici 2050, 4 milliards d'ici 2100. 4 milliards d'ici 2100. Lorsque vous aurez 4 milliards de consommateurs qui auront du pouvoir d'achat, bien, il va se passer exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la Chine. Vous savez que la Chine aujourd'hui est le principal consommateur, donc c'est eux qui établissent les règles, c'est eux qui établissent les futurs standards sur la voiture autonome, les voitures connectées, dans le secteur automobile, dans le secteur pharmaceutique. Le consommateur chinois, qui est un enfant unique, qui est jeune, qui a moins de 40 ans, qui a un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que les autres jeunes de son temps, parce qu'il a hérité de ses 2 parents, puisqu'il est enfant unique,
ce consommateur chinois aujourd'hui est en train d'établir les règles avec lesquelles se jouera le jeu économique dans les 30 ans à venir, dans un certain nombre de secteurs industriels, services, etc. Et il faut s'imaginer que ce rôle du consommateur chinois aujourd'hui, demain, c'est le consommateur africain qui va le jouer. Et donc, si on ne veut pas être dans ce modèle, ce deuxième scénario basé sur les transports maritimes, trop extraverti pour pouvoir protéger le marché africain, protéger l'innovation africaine, protéger le travail africain, il faut aller vers cette intégration qui sera continentale, vous savez que la partie la plus importante dans un traité de libre-échange ou un accord économique, c'est la partie juridique, justement. C'est toute la partie qui détermine la façon, disons, je vais dire autrement, les protocoles de confiance que nous mettons en place pour nous mettre d'accord sur des règles communes, sans attendre que ces règles nous soient dictées de l'extérieur. C'est ce que disait Sa Majesté, il me semble que c'était à Bamako ou à Abidjan, c'est l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Et cette confiance, elle passe par cet arsenal juridique. Je voudrais toucher un mot enfin sur les stratégies externes des pays africains. Vous savez que le Maroc a cette ambition de créer un corridor économique du nord au sud, notamment sur la façade atlantique, et donc de connecter le corridor économique qui va de l'Europe de l'Ouest jusqu'au golfe de Guinée. Et notamment, ça passe par le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, un programme d'à peu près 8 milliards de dollars d'infrastructures qui vont permettre justement de rendre réel ce corridor. Et là, j'en reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire le Mali, la production de mangue, comment est-ce qu'on fait pour exporter les mangues avant qu'elles ne pourrissent, parce que c'est un produit périssable, etc. Ça passe par la logistique, ça passe par la chaîne du froid, ça passe par raccourcir les distances, créer des infrastructures, des chemins de fer, des routes, des gares. Je vous rappelle que dans le nouveau modèle de développement, il y a une gare de tir, de transport routier international, qui est prévue à La Lune, qui sera la plus grande gare tir du continent africain, et qui va mettre les marchés de Abidjan et Lagos à portée de conteneurs du port de Tangier et du futur port de Nador-Wesmen. Donc c'est là que s'inscrit le Maroc, de dire voilà, nous faisons notre part du travail, du point de vue matériel, les infrastructures vers le sud, connecter Dakar à Tanger et à Madrid, du point de vue immatériel, les accords de libre-échange, l'harmonisation des systèmes juridiques à travers l'OHADA et tous les autres dispositifs. Et donc je crois que le Maroc essaie de faire sa part de ce travail, modestement, en espérant que nous sommes tous dans le même bateau, donc nous sommes obligés de réussir ensemble. Je voudrais toucher un dernier mot sur ce que nous faisons au sein du ministère de l'Investissement et de l'Industrie. Vous savez que nous avons regroupé les 3 agences qui s'occupent de la promotion des exportations, de la promotion de l'investissement et de la promotion, disons, du tourisme d'affaires, des salons et foires. Ces 3 organismes ont été réunis au sein de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que d'abord, ça permet au dialogue public-public d'être de meilleure qualité. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque. Il faut qu'on arrive à travailler, à chasser en meute et à travailler de façon beaucoup plus harmonieuse avec des synergies. Mais je voulais également citer cela parce que nous avons créé, au sein de l'organigramme de cette nouvelle organisation, de l'AMDIE, nous avons créé une direction de l'intelligence économique. Et précisément, pourquoi une direction de l'intelligence économique? C'est pour dire que l'AMDIE a une nouvelle mission qui est d'accompagner éventuellement les investisseurs marocains pour leurs investissements à l'extérieur du Maroc. C'est une nouvelle mission qui n'existait pas avant. Et l'écrasante majorité de ces investissements seront dans des pays frères africains. Et donc, j'espère que le rôle de cette nouvelle direction au sein de l'AMDIE va être à la hauteur des ambitions et de la stratégie du Maroc. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.